Hello à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo dans laquelle on va introduire la matière de droit administratif que l'on voit notamment au niveau de licence 2 de droit. Alors l'existence du droit administratif se justifie par la soumission de l'administration au droit. C'est dans cette optique que nous parlons d'un état de droit. Dans certains cas, l'administration n'est soumise à aucune véritable règle, ou alors elle peut s'en affranchir, et donc là c'est un état de police. En France, nous sommes dans un état de droit, où l'administration est soumise à des règles qu'elle n'a pas élaborées, et qui lui sont supérieures. On peut parler de la loi, de la Constitution naturellement, ou alors des conventions internationales. C'est aussi par ce que l'on va appeler le principe de l'égalité, l'égalité en un mot, qu'est érigée l'idée d'une administration soumise aux normes qui lui sont supérieures. Mais pour que ce principe de l'égalité soit respecté, il existe évidemment un contrôle qui sera effectué par les juridictions administratives, le fameux juge administratif dont on va tant parler. Alors d'abord, intéressons-nous sur ce que c'est l'administration. Le terme d'administration peut renvoyer à la fois à un organisme, mais en l'occurrence en droit administratif, on va surtout se fier à la fonction, le fait d'administrer. L'activité administrative, qui peut être définie comme l'ensemble des activités exercées par les personnes publiques, mais qui ne consiste ni à légiférer, ni à juger. C'est en réalité des activités qui sont, pour la plupart, faites dans un objectif de maintien de l'ordre public, de production de normes réglementaires, ou alors pour fournir des prestations de services publics. Voilà. Ce sont les trois tâches principales. Le maintien de l'ordre public, parce qu'on appelle la police administrative, ça on le verra notamment, alors souvent c'est fait au second semestre, mais ou alors plus tard dans les vidéos. La production de normes réglementaires, c'est par exemple par des arrêtés, et ensuite en fournissant des prestations de services publics. Des fois ça peut être l'administration elle-même, mais des fois ça peut être des organismes privés engagés par elle. Le droit applicable à l'activité administrative est divers. Il existe des règles spécifiques au droit privé et d'autres au droit public. Cette dualité de régime juridique présente un risque de conflit entre les juridictions. Cette dualité va donc trouver son fondement dans la loi des 16 et 24 août 1790, qui a consacré le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires. En effet, il était nécessaire de séparer l'administration et la juridiction judiciaire. En conséquence, il y a eu la création d'un ordre administratif qui était tout à fait indépendant. Alors, il y a un arrêt fondateur qui a donné la compétence du juge administratif, qui a notamment été reconnu dans un célèbre arrêt, l'arrêt Blanco, du tribunal des conflits, du 8 février 1873. Alors, qu'est-ce que d'abord le tribunal des conflits? C'est un tribunal qui va régler les problèmes, qui va trancher pour dire soit c'est de la compétence du juge judiciaire, soit c'est de la compétence du juge administratif. Vous avez vu normalement en première année de licence, les deux ordres de juridiction, eh bien, le tribunal des conflits va se placer et donc va choisir si tel ou tel litige dépend de tel ou tel juge. Dans cet arrêt, donc, le tribunal des conflits avait été saisi d'une question concernant la juridiction compétente pour connaître d'une action en responsabilité, intentée par une personne privée contre l'administration. Le tribunal avait donc admis que l'État peut être tenu des dommages causés par les services publics, et que cela peut être reconnu uniquement par la juridiction administrative. Cet arrêt est fondateur du droit administratif, parce qu'il permet une liaison entre la compétence et le fond, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on traite et qui le traite, mais également l'indépendance et l'existence du droit de la responsabilité administrative qui est lié aux actions de l'administration. Mais ça, le droit de la responsabilité administrative, ce sera fait l'année prochaine. Les caractéristiques du droit administratif ensuite. C'est vrai qu'on assiste à une véritable mutation progressive du droit administratif. Vous le verrez, premièrement, on a un déclin de la jurisprudence. En effet, à l'origine, le droit administratif il ne disposait pas de textes codifiés, tels que le Code civil, raison pour laquelle le droit administratif il était surtout jurisprudentiel. Mais désormais, nous assistons à une multiplication des textes en droit administratif.
On a par exemple le code de la justice administrative, le code des collectivités territoriales, le code de la commande publique. Mais il n'existe toujours pas de texte qui, à la manière du code civil, définit les notions fondamentales, les notions phares du droit administratif. Ces notions, elles sont toujours laissées au juge administratif. Donc on pourrait dire que quantitativement, la jurisprudence, elle occupe une place moindre que les textes, mais qualitativement, au niveau de la qualité, la jurisprudence occupe un rôle important, voire premier. Le droit administratif, il reste donc toujours un droit jurisprudentiel, notamment dans ses fondements. On assiste également à une constitutionnalisation du droit administratif, notamment par 3 éléments. On a, par exemple, la fameuse décision liberté d'association de 1971 du Conseil constitutionnel, que vous avez peut-être vu en première année, par laquelle le bloc de constitutionnalité dispose d'une valeur juridique. Vous savez, c'est les différents textes qui ont une valeur constitutionnelle. Eh bien, désormais, la Constitution devient un moyen pour tout justiciable, pour toute personne lors d'un procès, de faire reconnaître ses droits. On a également la QPC, la question prioritaire de constitutionnalité, qui permet au juge de demander le contrôle de constitutionnalité, ou à certains égards de le faire lui-même. Eh bien, celui-là peut intéresser l'administration dans le cadre d'un litige devant le juge administratif qui a et qui peut faire cette QPC. Et on a également un fameux arrêt qu'on verra plus tard du Conseil d'État, l'arrêt Moussa Koné, qui permet au juge administratif de se baser sur la jurisprudence du Conseil constitutionnel pour dégager à son tour des principes à valeur constitutionnelle. Ce sont les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République. Mais on va voir ça en détail plus tard. On a également une attache par rapport au droit international, notamment les conventions internationales, qui intéressent également le droit administratif, car le non-respect d'une disposition internationale peut entraîner l'annulation des actes de l'administration par le juge. En conséquence de ces évolutions du droit administratif, le juge devient à la fois autonome, parce qu'en l'absence de règles spécifiques, il peut créer ses propres règles, mais aussi exorbitante, avec l'apparition de normes propres à la personne publique, à l'administration. On a aussi différents privilèges, évidemment. On a le privilège du préalable. Les actes administratifs s'imposent aux administrés sans que le juge ait à leur conférer force exécutoire. Par exemple, le maire, il ne va pas demander l'avis des habitants pour ses actes. Lorsqu'il veut faire que telle ou telle place de parking soit payante, il ne va pas demander l'avis des habitants, naturellement que les habitants seraient contre. Non, il le fait de manière unilatérale. Il ne demande pas le consentement de ceux qui sont visés. Également, le privilège de juridiction. L'action administrative, elle est jugée par un juge spécifique, le juge administratif, et selon des procédures spécifiques et selon des principes spécifiques. L'administration, elle dispose également d'avantages sur les contrats, par exemple. Lorsqu'elle va passer un contrat, elle peut modifier ou résilier unilatéralement le contrat, ce que ne peut pas faire la personne lambda, la personne privée. Mais à côté de ça, il ne faut pas oublier que l'administration, elle dispose de plusieurs obligations. Lorsqu'elle emploie des sociétés privées pour certaines tâches d'ordre public, elle doit les mettre en concurrence pour éviter d'en avantager trop certaines. Lorsqu'elle recrute un agent, ça doit se faire sur concours. Lorsqu'elle modifie unilatéralement des contrats et que ça porte préjudice au co-contractant, elle doit indemniser celui qui en est affecté, naturellement. Donc on voit que le droit administratif, qui était initialement à l'avantage de l'administration, est devenu plutôt du côté de l'administré. Désormais, l'administration ne se borne pas au respect du droit, mais dispose aussi d'une exigence de transparence. Voilà, c'était tout pour cette introduction. Réellement, ça va nous permettre finalement de pouvoir étayer un peu les points que l'on va aborder. Donc ça va être des points qui seront notamment basés premièrement sur les sources du droit administratif, sur qu'est-ce qu'on va se baser. On va se baser sur quel type de texte pour élaborer finalement le droit administratif. Ça va être le cas de la Constitution, les normes internationales, la loi, puis la jurisprudence. Ensuite, nous allons voir finalement le fonctionnement réellement de ce qu'est le droit administratif avec la formation, le statut, l'organisation et la compétence de la juridiction administrative, puis ensuite les différents recours contentieux devant ce juge administratif.
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un j'aime et à partager cela à vos collègues étudiants pour qu'ils puissent également voir plus net sur le droit et notamment dans votre année de deuxième année de licence.